disais que tu as fait des investissements qui sont exotiques, originaux, dans les droits musicaux et dans les voitures. C'est génial comme histoire. Vas-y, il faut que tu nous racontes les droits musicaux, puisque personne ne connaît. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Brix Talk. Alors, on est avec Romain Laneri. Je ne connaissais pas Romain Laneri avant qu'on décide de faire cet épisode ensemble. Moi, je connaissais ta boîte, mais je ne te connaissais pas non plus. Donc, c'est parfait. Merci pour l'invitation, en tout cas. Et Romain Laneri, donc Romain est un créateur de contenu avec plus de 2 millions de personnes qui le suivent sur ses différents réseaux sociaux, notamment grosse communauté au niveau de YouTube, parce que tu me disais, on a démarré t'as plus d'1 million de personnes qui te suivent. en un peu plus de 10 ans. Et ce qui va être trop bien, c'est de reparler de tout ton parcours, nous parler de stratégie d'investissement. Alors, je ne sais pas si tu as fait de l'immobilier, mais ce qui va être intéressant, c'est de nous parler de tous les autres invests que tu as fait, parce que moi, j'ai trouvé ça super ouf, parce que c'est très exotique. Et en plus, ça me parle parce qu'on va parler de royalties. En fait, c'est surtout lié à l'innovation technologique. C'est toujours ce qui m'a animé. Au début, je me suis intéressé aux produits. Plus j'ai avancé et grandi, plus je me suis intéressé aux humains et donc aux innovations qu'ils pouvaient créer. Donc aujourd'hui, je m'intéresse aux innovations autour des nouvelles technologies et aux humains qui permettent à ces innovations-là d'exister. Ouais, vas-y, refais-moi ton parcours, comment tu commences justement sur ta chaîne YouTube, qu'est-ce qui te pousse à créer du contenu? Ouais, parce que je vais à la Fnac, je trouve des produits et j'ai pas d'avis vidéo dessus. Donc je me dis, t'as qu'à l'acheter le produit et tu vas faire ta vidéo dessus. Donc ça a commencé comme ça il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être super bien entouré avec une structure qui me permet de faire de la production de contenu autour de soit d'interviews, tu vois, de grands patrons, de dirigeants, soit des vidéos aussi plus tournées sur l'automobile qui a beaucoup évolué avec les nouvelles technologies, notamment Tesla, évidemment. J'ai eu plein de moments en fascination avec Steve Jobs, tu vois, Tim Cook qui a repris, Elon Musk aujourd'hui, les tourmentes avec Twitter et tout ça. Et tout ça m'a donné de plus en plus envie à m'intéresser justement à vraiment les dessous de la tech. Donc presque ce qui se passe à Wall Street, quoi, tu vois, à un moment de te dire, attends, qu'est-ce qui fait que la boîte, parfois elle perd en valeur alors que les produits ils sont géniaux. C'est genre, pourquoi c'est pas corrélé? Pourquoi est-ce que quand Apple fait des super ventes ou que ça marche d'enfer, pourquoi est-ce que l'action d'Apple peut baisser? Genre, c'est quoi le délire? Comment ça marche? Donc, juste le B à bas, parce que j'y connais toujours rien, tu vois, vraiment sur ces sujets-là, mais pour autant, ça m'éclate et pour apprendre, du coup, j'y passe du temps et je mets un petit peu d'argent parce que c'est le meilleur moyen pour moi de te sentir appartenir à un sujet et de vouloir le faire à fond. Ouais, je pense pour reprendre à ce que tu disais, tu dois être un des premiers créateurs de contenu sur YouTube qui a scénarisé tes passions. Tu vois, moi, ce que je voyais jusqu'à présent, c'est que tu avais des chaînes YouTube qui étaient très segmentées sur une verticale en particulier. Alors, des gars qui allaient te parler de finance ou d'autres qui allaient te parler d'automobile, qui allaient te parler de techno, qui allaient... vraiment par rapport à des thématiques particulières. Et toi, tu arrives à faire le grand écart et tu racontes plutôt, en fait, quelles sont tes passions au global. Et comme tu es très curieux, d'un côté, on peut regarder des vidéos sur l'automobile, de l'autre sur un produit tech que tu vas détailler. Mais ça nous coûte beaucoup. Ou une interview. Ça nous coûte beaucoup parce que du coup, vu qu'on n'est pas dans une seule et même thématique, tu peux avoir 1 million d'abonnés et faire par exemple 30 000 vues sur certains sujets et 100 000 vues sur d'autres. Donc parfois, c'est très compliqué de pouvoir attirer maintenant une si grosse communauté sur plein de sujets diversifiés. Donc c'était un choix. À un moment donné, je me suis regardé, je me suis dit, soit tu joues un rôle, soit tu continues d'être toi dans tes vidéos et de vraiment partager ce qui maintenant te passionne, parce que maintenant tu as 26 ans, maintenant tu as du pouvoir d'achat. Quand tu as démarré à 14 ans, tu n'avais pas de pouvoir d'achat, tu avais 14 ans, donc forcément ce qui t'intéressait c'est de découvrir des produits à 5 ou 10 euros à commander qu'à livraison gratuite. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je vais regarder, ce que je veux c'est un super bon produit qui dure longtemps. Donc j'ai décidé à un moment donné de me dire, bon, continue de rester dans la tech, intéresse-toi aux innovations et à ce monde-là, mais essaie de le faire avec... ta vision des choses actuelles et ne reste pas plongé juste pour le public dans des thématiques qui m'auraient paru peut-être un peu trop enfantin, etc. Tu vois, donc c'est un peu comme ça qu'a évolué la chaîne. En fait, il y a eu au départ beaucoup d'unboxing, de produits tech. Et toi, tu l'as créé en quelle année la chaîne? 2011, 2012. Ok. Ce qui est intéressant là sur notre podcast, c'est que tu vois, on est souvent à dire à des jeunes qui n'ont pas forcément des gros moyens et qui se lancent dans la vie active, de leur expliquer qu'investir c'est possible si tu as la détermination, si finalement tu le prends de la bonne façon. Ce qui est intéressant dans toi, ton approche, c'est que finalement tu t'es créé un CV avec ces vidéos et je trouve ça super cool parce que tu vois,
c'est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que alors tu n'as pas créé de boîte, mais tu as créé du contenu. Mais moi, je le vois comme une carte de visite qui te permet ensuite d'aller contacter des personnes qui sont en lien avec la thématique. Euh, c'est ce qui s'est passé, toi, dans ton cas ou Exactement. Bon, ouais. vu que j'ai démarré la chaîne très tôt et que je me suis lancé dedans à fond à tout juste 16 ans en me laissant une année sabbatique, moi, j'ai pas le bac, j'ai rien du tout. J'ai fait ça à 16 Ah ouais, piges. c'était chaud, ouais. Ouais, un peu taré quand même. Je me suis dit, tant qu'à faire, mise tout sur ton propre CV. Il faut que YouTube, ça devienne ton CV. Et il faut que les gens qui ne te connaissent pas, tu envoies ta chaîne YouTube, ils se disent, OK, il s'intéresse à ça et à ça. Ah ouais, il s'est bougé le cul, il est allé à l'autre bout du monde pour voir le CES, Consumer Electronics Show, plus gros salon high-tech du monde. Ah, il est allé à Berlin pour voir l'IFA avec les smartphones, etc. En fait, il fallait que j'arrive à raconter un truc sans que ça soit sur une page blanche qui fasse tâche. Parce que, à part dire que je suis né à Monaco et que j'ai tel âge et que je m'appelle Romain, bah, j'avais rien à mettre sur mon CV, quoi, tu vois. Donc, ça s'est passé comme ça et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand j'ai voulu rencontrer certaines personnes, je pense évidemment à Manuel Diaz qui a fondé une agence qui s'appelle Imakina il y a plus de 25 ans. Et j'ai rencontré Manuel juste parce que je lui ai envoyé ma chaîne et je lui ai dit, voilà, regarde comme les marques me prennent pour un con. En gros, parce que tout le monde veut me payer en mode au CPM, comme si on était en train de faire de la pub avec un bandeau publicitaire, alors que moi, je paye une caméra, je fais de la prod, il y a mon image, etc. Personne ne sait me défendre sur ces sujets-là. Et de l'autre côté, quand on s'est parlé pour la première fois, Manuel me dit, c'est rigolo parce que moi qui ai une agence, les marques me disent à quel point on ne sait pas où va en gros notre fric, parce qu'on ne sait pas vraiment les résultats qu'il y a, etc. Il n'y a personne pour vraiment diriger un créateur comme un agent. Et c'est ce qui a par exemple donné lieu à la première boîte dans laquelle j'ai pu participer, qui s'appelle Influx aujourd'hui. Vous faites quoi là chez Influx? Influx est agent de créateur. Donc comme dans la mode ou dans le mannequinat aujourd'hui, Influx représente des créateurs à titre d'agent. Ils s'occupent pour eux de... Donc moi, je fais des vidéos sur YouTube. C'est vous qui allez vous occuper d'aller faire la commercialisation C'est une petite partie, mais ça va être aussi toute la gestion artistique, pouvoir te placer au bon endroit au bon moment, te faire des collaborations avec les bonnes marques, pouvoir te présenter d'autres créateurs pour essayer de t'émanciper dans la création de contenu que tu fais, etc. Donc Influx, aujourd'hui, c'est ça. Et comme une agence dans la mode ou dans le mannequinat, tu ne peux pas postuler comme ça. C'est pas une agence à laquelle tu postules en ligne et tu dis, ça y est. Il y a toute une équipe aujourd'hui chez Influx qui regarde tout ce qui se fait en termes de création de contenu et qui, encore une fois, pour essayer de bien défendre les créateurs qu'ils représentent, doivent plus que tout les aimer. Donc, pour les aimer, tu peux pas lever la main en disant hey, vous pouvez me représenter. À un moment, il faut forcément que la structure qui te représente, si elle veut bien le faire, il faut qu'elle t'aime de fou. Et pour ça, donc, tu as des équipes vraiment qui s'occupent de faire ça. Et quand tu es une star dans la création de contenu, donc tu as un agent qui va aller négocier des contrats pour toi. On te propose une rémunération fixe ou c'est vraiment que du variable si tu arrives à... T'as tellement, en fait, chaque créateur a sa structure, chaque créateur est un entrepreneur. Donc, en fait, tout est tellement différent. Je te donne un exemple. Si tu as un super intérêt à collaborer avec Brix parce qu'il y a un super gros réseau autour de Brix dont tu peux bénéficier, peut-être que tu accepteras du variable. Si tu te dis, Brix, finalement, c'est comme une autre entité, ils veulent juste venir sponsoriser un contenu, etc. Moi, j'ai des pots de prod qui sont là, etc. Il faut que je rentabilise aujourd'hui ma structure. Ça peut être du fixe, mais ça dépend énormément de plein de paramètres. Aujourd'hui, ce qui compte beaucoup dans notre univers, c'est la cible. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes se disent à un moment donné, tu vois, comme moi, tu as une chaîne à 1 million d'abonnés, comment c'est possible quand tu fais 30 000 vues de te vendre peut-être correctement à une marque alors qu'il y en a une autre de chaîne à 1 million d'abonnés qui fait 300 000 vues? C'est la cible. Parce que 30 000 personnes qui ont le pouvoir d'achat pour acheter une Tesla Model S Plaid, c'est pas la même chose que 300 000 personnes qui ont le pouvoir d'achat pour acheter un produit à 50 € sur Amazon. Donc les marques sont prêtes à payer beaucoup plus cher pour s'associer et nous, on est prêts à accepter beaucoup moins de partenariats pour essayer de faire du contenu très quali, très propre à certains moments. Parce que notre enjeu, c'est ça. Mon enjeu, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. La data, en fait, est cruciale. C'est ce que tu es en train de dire. Complètement. Je l'ai vu. Enfin, les chiffres, par exemple, pour te donner un exemple avec Tesla. Tesla, c'était au départ, j'achète ma propre voiture, etc. Tesla ne font pas de partenariat de toute façon. Donc, il n'y a aucun disclosure ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, je suis un mec lambda avec Tesla. Tu n'as pas contacté Elon? Non, ça ne marche pas. Et de ce que j'ai vu, même la mère d'Elon Musk, elle n'arrive pas à le contacter? Non, elle a eu une facture pour acheter sa Tesla. Je te jure. Et elle a attendu sa Tesla à la factory comme tout le monde. Je te jure, c'est une histoire vraie. Je te jure que la mère d'Elon Musk a sa facture à son nom et a acheté sa Tesla. Donc c'est pour t'expliquer le truc taré. Donc tout ça pour te dire que j'ai roulé avec la Tesla, etc. On en a fait beaucoup de vidéos.
Et j'étais intéressé pour en faire aussi pour le plébisciter parce que vu que moi j'adorais la voiture, si d'autres achetaient la voiture via mon lien, je gagnais 1500 km gratuits. Et la personne qui achetait la voiture gagnait aussi 1500 km de recharge gratuite. Pour te donner une idée, en 2 ans à peu près, j'ai eu 80 000 km offerts. Je te laisse faire le calcul avec un panier moyen à 50 000 euros. Donc 80 000 divisé par 1500. Ah, tu me fais faire des maths là. Ça fait un peu plus de 400, ça fait 500 personnes, tu vois. 500 fois 50 000. Fois 50 000, ouais, ça fait beaucoup. Donc tu as le chiffre d'affaires qu'on a fait faire à Tesla avec des vidéos YouTube. 25 millions, si je dis pas de conneries. Ah ouais, à ce point, ça me paraît beaucoup. Bah, attends, 25 000 fois 5, donc t'es à... T'es 2,5 millions, non? Non, fois 5, t'es à 250 000. Il y a vraiment 500, ça me paraît beaucoup 500 personnes. Je sais pas, on va sortir la calculette là. C'est qui va écouter. Non, j'avais dit 25 millions au début, j'ai sorti rapidement. Attends. 80 000 divisé par 1500. On va pas aller voir. Ça fait 53, voilà. 53. Ça fait 53 commandes. 53 fois 50 000. 2 650 000 euros 2 millions de chiffre d'affaires. Ah, j'étais sympa, j'avais rajouté. Fait en 2 ans. Donc ça te donne une idée aujourd'hui de la portée avec du contenu positif et négatif. Je tiens à le dire. J'ai pas raconté des bobards, etc. J'ai fait la vidéo 5 raisons de ne pas acheter la Tesla, pourquoi je n'aime pas Tesla, pourquoi j'adore Tesla, etc. Mais tout ça pour te dire que t'as pas besoin de faire des millions de vues aujourd'hui pour être bankable dans un domaine. Et je pense qu'après avoir apprécié, après avoir cherché un domaine que tu apprécies, essaie de trouver une niche dans ce domaine-là. On en parlait tout à l'heure en rigolant, en disant la boulangerie, si tu te mets en tant que boulanger au milieu de 10 autres boulangeries, tu auras plus de mal. Bah, une fois que tu t'es dit, OK, je vais être boulanger, bah, essaie de penser à la place de Cédric Grolet. Quand il est arrivé avec ses pâtisseries, on s'est dit, bon, bah, OK, il est pâtissier, pourquoi lui et pas un autre? Bah, parce qu'il a créé une image et un environnement marketing ultra puissant autour d'un simple pain au chocolat, parce qu'il a fait des vidéos qui étaient les plus belles du monde pour montrer comment on fait un pain au chocolat. Ouais. Non, mais c'est exactement ce dont je te parlais. Et je trouve ça fascinant, tu vois. Moi, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à lire ce bouquin qui s'appelle Blue Ocean Strategy, qui est justement comment tu te différencies de la concurrence pour être sur un marché qui va être un océan bleu et sur lequel il y aura très peu de concurrence, très peu d'acteurs, parce que tu as magnifié un produit et tu as fait en sorte que, en fait, il n'y ait plus de sujet, tu vois, par rapport à ce que faisaient précédemment les acteurs en place. Donc, lisez ça, c'est un best-seller en économie, Blue Ocean Strategy, et c'est super intéressant. Et en plus, il y a plein de vidéos sur YouTube qui donnent des conseils en 30 minutes. Je ne l'ai pas lu, donc je le lirai. Tu peux avoir la méthode résumée en 30 minutes sur YouTube, si trop bien la flemme de lire. Mais... toi, tu n'as pas fait d'investissement immobilier? J'ai réfléchi, mais non, pas encore. Bon, on arrête le podcast. Oh, voilà. Et non, il faut que je teste avec Brix. J'ai pas pris le parti parce qu'en fait, Brix, je me suis dit, et je te le dis de façon très claire, je me suis dit, ah ok, mais ça va pas être assez gros. Moi, j'ai pas envie de démarrer un truc, je te le dis. En fait, je veux faire assez peu de choses pour que quand je passe des choses, je passe vraiment du temps dessus à chaque fois. Et c'est un moment, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait entre la crypto, les NFT, un peu l'automobile, les musiques, le truc, le machin. Bon, je me suis dit, oh, attends, t'as pas 60 ans, t'as pas que ça à foutre, t'es pas bientôt à la retraite à te dire le matin à leur voix, lisons l'économie, etc. Donc, vu que j'avais pas ce temps-là, je me suis dit, il faut que t'arrêtes d'en mettre partout. Je te donne un exemple tout con. Il y avait une start-up, il y a de ça 7 ans, 6 ans, qui faisait du business angel. Tu pouvais, en mode nobody, participer à une levée en tant que business angel. Et j'avais dû mettre 2500 ou 3000 balles à l'époque. Ouais. J'ai reçu un courrier, j'avais complètement oublié. J'avais ces parts-là de ce truc qui date d'il y a 7 ans. Tu vois, et donc je me suis dit à un moment donné, c'est horrible d'avoir plein de trucs partout éparpillés et de faire plein de petites plus-values partout, plutôt de te concentrer sur un truc et de faire une belle plus-value et peut-être d'apprendre plus, etc. Donc c'est pour l'instant tout ce qui a fait que je ne suis pas encore chef de liste, tu vois. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as tout à fait raison. Hein. Et d'ailleurs, tu n'es peut-être pas la cible, tu vois, de personnes qu'on vise, nous. Mais déjà, en tout cas, nous, l'ambition et la vision, c'est démocratiser l'investissement immobilier pour tous. On pense que demain, il faudra qu'on soit multi-produits parce que finalement, il y a des produits qui correspondent à tes besoins et aussi la phase de vie dans laquelle tu es. Demain, il faut qu'on te facilite l'accès à la propriété, mais en mettant en place un crédit immobilier. Ça, on ne le propose pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a dans les cartons. Et donc là, on s'est vraiment focalisé sur ceux qui n'ont pas un gros budget de base, tu vois, et qui investissent en moyenne entre 100 € jusqu'à 100 000, 150 000 pour les montants les plus gros. Mais ce qui est sympa, c'est que tu as des personnes qui vont mettre en moyenne 1 500 € sur notre plateforme.
effectivement, tu gagnes 10% à l'année et ça te fait que 150 €. Ça, mais c'est énorme. Moi, je pars du principe où déjà, si tu as réussi à éduquer les clients pour qu'ils se disent, OK, bon, faut que je mette de côté, je sais ce que c'est qu'un rendement et qu'un investissement actif. Déjà, juste ça, T'as tout résumé. c'est fabuleux. Juste, tu as dans la population entre déjà juste dire, et sais-tu ce qu'est un actif, un actif et du passif? Déjà, juste ça, Ouais. c'est le game changer pour comprendre que l'argent est un flux et que quand tu achètes une belle montre et que tu dis ah, il a de l'argent, non, c'est passif. La Ouais, montre, tu as dépensé de l'argent, elle est dans le tiroir, elle te rapporte rien le mois prochain. Ouais, c'est trop ça. Tu vois, bon, au-delà du fait que c'est 3 fois le pourcentage du livret A, c'est qu'une fois que tu as mis 1500 € dedans, bah, en fait, tu as envie de t'éduquer et tu as envie de te dire, bon, OK, j'ai fait un premier investissement, c'était un investissement immobilier avec Brix. Comment je fais plus maintenant? Est-ce que je le fais en perso? Est-ce que je mets plus sur la plateforme? Je me forme et tu vois, c'est super intéressant. Toi, c'est ce que tu dis. Tu as fait plein de vidéos, tu es curieux, tu as envie de te former et une fois que tu es formé, bah, tu vas communiquer dessus. Euh, tu me disais, euh, tu me disais que tu as fait des investissements qui sont exotiques, originaux, dans les droits musicaux et dans les voitures. C'est génial comme histoire. Vas-y, il faut que tu nous racontes les droits musicaux, puisque personne ne connaît. Alors, j'ai un petit truc, c'est que je ne sais pas m'arrêter de travailler. Même pour moi, en kiff, etc. Et pour moi, le travail, c'est pas forcément que de la labeur et tout ça. Dans le travail, tu as des trucs chiants que je déteste faire, mais qu'il faut faire parce qu'à un moment donné, c'est un travail. Et du coup, je voulais chercher un moyen pendant les vacances de ne plus travailler sur les sujets que je connaissais déjà à peu près. Parce que j'arrivais pas vraiment à décrocher. Donc, les vacances, je faisais moitié journée, etc. Tu vois, comme on peut tous le faire. Parfois, je me résumais à me dire, bah, c'est bon, tu vas lire un livre, c'est pas du travail. Et en fait, tu trouves le livre et tu fais, mec, c'est du travail, arrête. Genre, t'es en train de faire ça pour améliorer ce que tu fais, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, à chaque vacances, donc en gros, c'est 2 vacances par an, quoi. C'est une semaine en hiver et peut-être 2 semaines l'été, tu vois, approximativement. Il faut que tu apprennes un nouveau domaine. Tu as 3 semaines pour apprendre, du coup, 2 nouvelles choses par an, juste pour découvrir. Pas un truc où tu dois devenir le meilleur, etc., mais juste pour t'émanciper et découvrir un truc. Mais vraiment, tu pars de rien. Et donc, il faut chercher la source. Il faut te dire, tiens, ça me paraît marrant, etc. Donc, tu es en vacances, et là, tu te dis, il faut que je trouve un sujet sur lequel bosser. C'est un peu le début de TikTok en même temps. Je joue des TikTok et tout, et je tombe sur des TikTok plus investissement. Il y en a plein qui parlaient. Donc, je te raconte ce que j'ai fait. Je vois les TikTok, tu sais, qui disent What did you do for a living? Et à chaque fois, il va voir des mecs avec des grosses voitures et tout ça, et il dit qu'est-ce que tu fais pour travailler? Je me suis dit, vas-y, c'est marrant, je suis en vacances, je vais faire un tableau Google Sheet avec toutes les réponses, et je vais voir les métiers en gros qui rapportent juste pour me faire marrer. Et là, je vois musique royalties. Je me dis, mais c'est fou, pourtant ils ont pas la gueule de chanteur. Ces gens, ils sont nuls en musique, je suis sûr qu'ils savent pas chanter et tout. En parallèle, je lis pour la première fois Père riche, Père pauvre. De Kawasaki. Exactement. Et je vois dedans encore marqué des droits musicaux. Je fais, attends, c'est marrant. Et moi, il y a un truc que je, pour l'instant, que j'ai comme règle, c'est je n'investis que du côté passion ou de l'argent quand je peux le faire uniquement avec un iPad en signature électronique. Dès que ça demande plus de ressources, c'est pas pour tout de suite. Ça veut dire que le temps physique, il faut que je continue de le passer sur ce qui fonctionne, sur ce que j'entreprends et tout ça, parce que sinon, tu finis par rien faire de bien et tu fais plein de trucs. Et donc, je me suis dit aujourd'hui... T'as une phobie administrative, quoi. Ah, de fou, je déteste ça. Et c'est ce qui a toujours fait que, par contre, dès que tu as un sujet qui m'intéressait et autres, mon objectif, c'est de très très vite trouver d'autres gens qui s'intéressent aussi pour en faire le moins possible, mais faire que la partie où moi je suis très focus. Je suis pas du tout égoïste pour le coup. Une fois que je suis dans une boîte, j'accepte très très bien qu'il faut plusieurs ressources à différents endroits et tout ça. Et donc je m'intéresse comme ça aux droits musicaux pour la première fois. C'était le site qui s'appelle Royalty Exchange. Et là, je vois des ventes aux enchères de droits musicaux. Je suis, attends, c'est quoi un truc incroyable et tout. Et je vois que ça marche via DocuSign. Je me dis, putain, ça me paraît bizarre et tout. Et t'as les premiers droits musicaux que je regarde, c'est Miley Cyrus, Wrecking Ball, des droits musicaux pour les performances publiques, donc t'as des performances mécaniques. Il faudrait qu'on la mette en fond là, tu vois. Là. En fait, et donc c'est comme ça que je m'intéresse. Donc t'as les droits mécaniques, donc tout ce qui est mécanique, c'est les concerts qu'elle donne, les ventes physiques, etc. Okay. Tu as les droits numériques, c'est ce qui rapporte le plus. C'est Spotify, tu vois, quand il y a des écoutes. Spotify, YouTube, pour te donner une idée, YouTube Music, juste sur la chanson Wrecking Ball, il y a de ça 2 ans, quand je calculais, c'était $30,000 par jour, sur une vidéo. Juste sur YouTube Music. $30,000 par jour. Mais tu l'as acheté, celle-là? Donc ça, je l'ai fait sur les droits publics, donc uniquement représentation de pub, non, représentation dans les pubs, dans la mairie,
dans les mariages, les DJ qui les jouent en boîte de nuit, etc. etc. Et donc ce truc aux enchères, je sais plus 25 000 ou 30 000 $, etc. Je continue de m'intéresser et tout, je me dis: «Putain, ça fait flipper et tout». Après, je découvre que les droits sont dispo que 10 ans. C'est pour ça que c'est ce prix-là. Tu as des droits qui sont dispo 10 ans. Au bout de 10 ans, ils reviennent à la main du propriétaire, donc il faut que tu les aies rentabilisés avec les droits que tu as touchés au milieu pour pouvoir les redonner. Ah, c'est très, très, très complexe. C'est un vrai truc que du coup, j'ai fait ça pendant une semaine pour m'éclater et comprendre un minimum le sujet. Et encore, je pense que je peux raconter des conneries peut-être à certains endroits, mais j'espère pas trop. Je me lance dans ce truc-là. Je touche 1500 balles de droits. Attends, tu t'achètes Donc j'achète ce truc-là. ce truc, tu le Voilà. payes combien? 30 000 $. 30 000 $. Après 4 jours. Donc, mais il y a pas beaucoup de personnes qui ont enchéri alors sur le truc. Si tu me En dis fait, ça, c'était non, j'ai fait une proposition d'achat. Tu avais un prix fixe, j'ai un peu plus, tu vois, 35 000 $ Ouais. par exemple, et moi j'ai fait Ah une oui. proposition à 30 000. pour Voilà. t'as négocié, oui. Mais avant, je m'étais quand même renseigné. Faut quand même dire les choses, parce que là, tu as l'impression d'avoir la belle histoire d'un mec tu sais, qui te raconte des mensonges Ouais, mais tout le long sur TikTok et tout ça. C'est ultra couillu parce que tu. Mais je parle au CEO par email. On échange quelques mails pour comprendre la plateforme. Je vais regarder des tutos sur YouTube. Donc c'est sûr que la plateforme. Exactement. C'est sérieux derrière. Et avant d'acheter les droits, je vais vérifier surtout qui a écrit la musique, parce que c'est à lui que j'achète en fait ces droits-là. C'est pas marqué Miley Cyrus, c'est pas Miley Cyrus qui va te signer le DocuSign, tu vois. Donc je me dis, attends, on me raconte que c'est Tartampion, si c'est pas lui ou si c'est un truc faux et tout, je prends 30 000 balles dans un DocuSign qui vaut rien, quoi, tu vois. Mais c'est déjà indiqué la projection de revenus que ça va te rapporter parce que t'en sais rien. Tout est indiqué, c'est incroyablement bien fait. Franchement, tu sais pas si ça va passer. T'as l'ID sur la musique, cet ID-là, il est associé à la maison de disques, donc tu peux rechercher via la maison de disques si c'est bien le bon ID. Enfin bref, t'as plein de choses qui sont vraiment, c'est bien foutu. Et je fais ce truc-là, et tu vois, donc ça, c'est un premier exemple. Ça a marché, j'ai revendu 35 000 ou 40 000 $ quelques semaines après. J'ai gagné au milieu 1500 $, donc je m'étais fait un bénéfice de fou. J'ai réinvesti dans d'autres droits qui, là, marchent beaucoup moins bien. Donc, je commence à encore plus apprendre en me disant, tu vois, c'est pas si facile que ça. C'est ça. J'avais là, un peu de chance au début. Exactement, j'avais un peu de chance au début. Et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup le dire aux gens, c'est que t'as pas que des success stories. J'allais te poser la question, on n'a pas pris le temps, on a démarré. Je voulais te poser la question, est-ce que tu t'es déjà planté dans une boîte? Parce que tu m'as dit que tu avais monté plusieurs boîtes avant Brix. Ouais. Tu t'es déjà planté? Et je me suis déjà planté dans une boîte où je voyais que le marché allait pas se développer et j'arrivais pas à trouver des investisseurs. Donc, tu vois, j'ai fermé la boîte. Mais ma plus grosse plantade, c'est mon plus gros succès en parallèle. C'est qu'on revend la boîte 8 millions. J'ai des associés. Il y a de la liquid pref, donc de la liquidité préférentielle. Et moi, je me retrouve avec que dalle sur la session parce qu'en fait, ils sont prioritaires sur le prix de la revente. Donc, publiquement, c'est un succès et je suis millionnaire aux yeux de tout le monde. Donc, c'est cool parce que ça me permet d'en jouer, tu vois, parfois et de dire « Ah ouais, j'ai eu un super succès ». Dans les faits, j'ai rien touché. Incroyable. Et ça arrive à tellement d'entrepreneurs. Et en fait, c'est un super apprentissage. Et donc là, tu payes pour apprendre, qui est de dire, quand tu signes un pacte d'actionnaires avec des fonds d'investissement, renseigne-toi bien sur ce que tu es en train de signer, parce qu'en fait, tu peux avoir un super prix à la revente. Si c'est égal ou à peu près égal au montant qu'ils ont investi dans ta boîte, tu touches 0. Et ça, c'est vrai pour toi, mais c'est vrai aussi pour les business angels du début. Et encore maintenant, les liquidités préférentielles, elles sont soft parce qu'elles sont de 1x, donc une fois. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le mec, il investit 10 millions dans ta boîte, il va te demander une liquidité préférentielle à hauteur de 10 millions. Donc, si tu revends la boîte 11 millions, il récupère en priorité ces 10 millions et après, vous répartissez le million d'euros sur les personnes qui restent. Mais il y a des fonds qui sont encore plus agressifs. Alors, ça se voit plus trop, mais à l'époque, moi, quand j'ai monté mon business, qui te demandaient du 2x ou du 3x. Donc, ça veut dire que si tu montais un business, il mettait 10 millions dans ta boîte, tu le revendais 30, ce qui est un super nouveau truc. Si tu avais mis une liquide pref à 3x, tu n'avais rien du tout. Et donc moi, c'est mon... J'y connais rien du tout, je vois tes paroles là. Non, mais et donc, c'est mon plus... Ce qui est marrant, c'est que entre guillemets, mon plus bel échec, c'est ma plus belle réussite jusqu'à présent. Même si Brix, c'est une très belle réussite, mais en tout cas, sur un exit, sur une sortie. Parce que justement, en fait, t'apprends que contractuellement, il y a plein de choses, il faut être très vigilant. Mais ça, c'est vrai partout dans la vie. Mais c'est top parce que là, du coup, on est juste en train de dire que ce qu'il faut d'abord voir, c'est ce que tu vas apprendre et ce sur quoi tu dois investir le plus, c'est l'information, c'est l'apprentissage, les connaissances. Ah ouais, mais moi, Ça vaut plus, quoi. J'ai passé 7 ans dans ma précédente boîte. Ça a été, il y avait 40 employés, on faisait 15 millions de chiffre d'affaires quand on a revendu la boîte.
je repars avec quasiment rien du tout. Tu vois, j'ai gagné. Alors, j'avais des actions en bourse qui avaient un lock-up parce qu'on s'est fait racheter par une boîte cotée et la boîte cotée, là, est en train de faire faillite. Donc, au final, je vais sûrement gagner 200 000 euros au total, tu vois. Donc, que dalle par rapport au temps et à la valo qui était de 20 millions quand on a valorisé la boîte sur le dernier tour de table. Et, et tu vois, c'est exactement ça. C'est que j'ai les gens, ils m'ont dit waouh, mais tu dois avoir le seum, tu dois être dégoûté de ce qui t'est arrivé. Tu as passé 7 ans de ta vie où tu bossais soir et week-end. Et je leur dis, mais moi, je connais ma capacité de rebond. C'est trop bien ce qui vient de m'arriver. J'ai commencé à créer ma première boîte, j'avais 23 ans. J'en ai 30. J'ai une expérience de malade en 7 ans. En fait, j'ai payé mon MBA. J'ai pas besoin d'aller faire une grande école ou d'aller faire Stanford parce que là, j'ai mon expérience pour le. Et donc, ce qui est cool, c'est d'entreprendre ou d'avoir des projets assez tôt. Et c'est exactement ce que tu dis parce qu'en fait, c'est là que tu te crées ton expérience. Euh, Quand tu entreprends à 45, 50 ans, bien sûr que tu vas faire des conneries. Mais c'est les premières fois que tu fais ces conneries. Et ce qui a de la valeur, et c'est vrai aussi quand tu embauches des personnes, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est embaucher des personnes qui l'ont déjà fait 3 fois, tu vois, quand tu les. Parce qu'elles vont aller 10 fois plus vite. Bien sûr. Ok, tu les payes plus cher. Mais in fine, le temps et l'argent dépensé en choses qui ne fonctionnent pas, tu vas pas le perdre, ça, parce que finalement, elles l'ont déjà vécu. Et donc, tu vas plus vite. Donc, mais moi, ça m'intéresse de revenir à ce que tu disais. Donc là, tu t'achètes des droits musicaux. Donc voilà, tout tourne toujours autour de l'innovation, de la tech. Je vois le truc, je me dis ok, par DocuSign, c'est incroyable, je peux tout vérifier en ligne, je peux être aux 4 coins du monde, je peux faire ce truc-là, ça me prend pas de temps, c'est qu'un virement in et un cash out en gros, donc c'est rigolo, je peux apprendre de ce truc-là. Et là, tu as continué ou finalement c'était un kiff? Bah là, j'ai toujours des droits, Ouais. j'ai toujours des droits sur cette fois-ci de la télé-réalité. J'ai plus de 2300 musiques, un truc comme ça qui tourne sur la télé-réalité espagnole, américaine, etc. Ça marche moins bien. Je sens qu'il y a moins d'appétence, etc. parce que tu n'as plus le nom, par exemple, Miley Cyrus. Donc là, je me dis, OK, en fait, ils sont quand même sur un marché très B2C. Même si on pourrait penser au B2B, en fait, c'est du B2C, mais plutôt high level sur des gens qui peuvent. Tu as des ventes à 800 000, 1 million. Wow. Et c'est sur des rentabilités en moyenne entre 12 et 15% par an. D'accord. Et toi, tu l'as calculé un peu ta rentabilité sur tous les droits que tu as achetés ou pas? Au total, non, je l'ai pas fait. Je sais que je suis plus en positif qu'en négatif, mais je me suis pas recréé mon Google Sheet de la mort avec tous ces trucs-là, etc. C'est pas mon truc, les maths. Ouais, là, c'était plaisir. Ouais, c'était plus du plaisir et ça me faisait marrer. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est la diversification. Tu vois, tu nous en parles un peu. Faut pas mettre all-in faut pas tout mettre sur les mêmes droits. Mais je pense que ça peut être pas mal quand même de diversifier, d'en acheter pas mal parce que c'est ce que tu dis. T'en as un, ça va bien fonctionner, l'autre, ça peut ne pas du tout fonctionner ou se casser la gueule. Après, j'ai l'impression que tu as quand même une règle un peu universelle, c'est plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Genre, plus le truc est gros, Ouais. là, par exemple, Ouais, c'est vrai dans l'art aussi. Plus t'achètes. tu vas acheter un petit tableau, tu te dis non, mais là c'est 500 euros, mais je crois en l'artiste. Tu as 10 fois moins de Non. chances que d'acheter un Picasso, même à des millions d'euros. Ouais. Tu le sors de la boutique, déjà tu rajoutes 1 million, tu es sûr de le vendre. En fait, Ouais, c'est c'est pas de problème. Donc en fait, et c'est pareil dans l'automobile, du coup, parce que l'automobile c'est pareil, un truc pour me faire kiffer parce que je suis né à Monaco. J'ai été picousé au Grand Prix à Monaco, Grand Prix historique, j'ai toujours adoré ça. Vraiment en tant que fan, pas en tant qu'expert, etc. là-dessus, mais j'ai toujours adoré ce sport pour l'abnégation, l'entraînement, des gamins qui sont plongés à 8 ans dans un sport et qui ressortent de là à 23 ans en ouvrant les yeux sur la ligne de départ et qui font « Ah putain, je suis embauché chez Ferrari ». Et entre-temps, tu te dis « Putain, il y a eu la partie d'une vie qui a été consacrée à un sport et dans lequel ils doivent exceller absolument ». Moi, ça m'a toujours fasciné. Tu dis ça parce que Charles Leclerc, c'est un pote? Par exemple, non, alors pas un pote, je dirais pas. Je l'ai croisé quelques fois à l'école à Monaco parce que on était soudés de là-bas, mais c'est pas, je l'ai pas plus suivi que ça, mais je suis admiratif du parcours, tu vois. Ah, dommage, j'aurais bien mis sur le podcast. Exceptionnel. Mais je lui ai dit à quelques reprises à la cour de récréation, etc. J'entendais, tu vois, les potes qui disaient ah ben je vais aux cartes tout à l'heure, quoi. Donc c'est rigolo, tu vois Ouais, ça, c'est sympa. Mais il est vraiment adorable, Charles. Il a un parcours vraiment incroyable. Et voilà, donc je suis ce sport-là. Je tombe amoureux de l'automobile parce que j'ai une opportunité de dingue avec Renault qui me propose année 1 de faire un stage pour conduire une Formule 1 Renault, pour faire une vidéo sur j'ai piloté une Formule 1. Cool. Je dis c'est super, j'ai pas le permis, est-ce qu'on peut le faire l'année prochaine? Ils me disent tu te fous de ma gueule, des opportunités comme ça arrive pas 2 fois. L'année prochaine, 3 mois avant, Romain, on a une autre opportunité, mais là je pense que ça sera la fin, etc. pour le faire. Il n'y a pas de problème, j'ai passé mon permis en 1 mois et demi.
Et la première voiture que j'ai pilotée, c'était une Formule 1. Mais vraiment, tu vois, je me souviens toute ma vie de la tête du gars qui sort dans la Formule 1, qui a pris juste, il prenait le permis de conduire à l'entrée et tout ça pour faire le truc. Il allait parler à toutes les équipes, il a dit c'est quoi ces conneries, il a eu son permis il y a 2 mois, il conduit une Citroën C3, c'est quoi ces conneries? Le truc, j'avais toujours adoré ça, que j'ai fait beaucoup de cartes, etc. Je me suis éclaté, donc on a fait cette vidéo-là qui est disponible en ligne sur YouTube. À Ouais, en partir de plus, là, ça n'a rien à voir. T'as les vitesses aux palettes. ça n'a rien à voir du tout. Puis tu as un vrai entraînement, je raconte tout en vidéo, c'est une longue vidéo, c'est une vidéo dont je suis super fier de ce qu'on a pu faire avec les équipes là-dessus et tout, c'était un truc incroyable et ça commence comme ça, je suis picousé un peu voilà, à l'automobile. Tesla arrive en force, je me dis, waouh, c'est incroyable, t'es connecté avec ton smartphone à la voiture et tout, je m'y intéresse à fond. Et en parallèle de ça, je me dis, c'est génial, j'adore Tesla, mais d'un autre côté, les sons de moteur et tout que j'adore entendre en Formule 1 et tout, peut-être que dans 10 ans, plus jamais je pourrai les rouler ou peut-être qu'il y a des nouvelles normes qui vont passer. Ne vieillissons pas trop vite non plus en disant ça y est, les moteurs thermiques sont morts, je reste sur l'électrique. Voyons un peu ce qui peut se passer, etc. Et là, on craque avec justement un associé sur le fait de se dire bon, on se constitue un petit garage, un truc rigolo avec une, deux voitures et tout. Et là, je commence à découvrir le monde de l'automobile où je me dis, mais en fait, si tu cherches bien, si tu as les bonnes infos, etc., mais c'est une mine d'or le truc. Tu as des voitures qu'on a achetées, en 6 mois, tu fais 30% de plus-value. C'est incroyable, mais juste parce que tu as mis 9 mois à la trouver. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste l'information qui est fou. Et puis, Il y a la rareté. Et c'est un des seuls produits dans l'automobile, tu vois, quand tu l'achètes, ça perd pas de valeur. Et il y a aussi, je pense que il y a les gens qui veulent se rassurer en l'achetant à des garages qui sont certifiés. Parce que tu vois, t'achètes, tu mets 100 000 euros dans une Porsche, dans une Ferrari, tu veux être sûr que tu vas pas faire 1000 km et tu as le moteur qui est serré, quoi. Donc, à 100 000 euros une Ferrari, tu risques d'avoir ce cas-là. Hein. Je préfère quand même te le dire. c'est vrai. Si on te vend une Ferrari à 100 000 euros, Ouais. à mon avis, c'est des Californiens, tu sais, qui sont sur Paris avec marqué 69 euros le tour Ouais. et qui font des rêves dans le tunnel avec la boîte d'embrayage qui est morte. Ah, ça a explosé là. Tu as des voitures de l'époque, une Testarossa. Testarossa, il y a de ça encore quelques années. C'est combien une Ferrari? Aujourd'hui, les bons modèles, etc., qui restent en côte et tout ça, même une belle Testarossa, ça commence maintenant à 150 000 euros, tu vois, minimum. Tu peux aller, tu as des Ferrari qui vont à 600 000 euros aujourd'hui, super configurés. Tu as des Ferrari qui sont, enfin, je pense que la moyenne, c'est autour des 250 000 euros à peu près aujourd'hui. Ouais. La moyenne à peu près. Ouais, c'est ce que tu dis, si tu arrives à en trouver. Ouais. Dans la config que tu veux, etc. Après, des merdes, il y en a partout. Hein. Tu peux trouver plein de merdouilles, tu vois, avec des configurations pas très jolies, etc. Donc, c'est comme tout. C'est comme mais parce qu'on n'est plus dans le marché de l'automobile, on est dans le marché de l'art. C'est ce qui m'a plu. C'est que là, tu n'achètes plus une voiture. Tu achètes une œuvre d'art. Tu achètes une voiture que les gens sont capables de laisser dans un garage, juste aller la regarder, ouvrir la porte, sentir l'odeur à l'intérieur de la voiture, fermer la porte, être content. Tu arrives dans un truc, c'est exactement comme une personne qui arrive devant un cadre, un tableau, pardon, j'y connais rien pour le coup, au marché de l'art sur toutes les œuvres et tout ça, mais qui arrive et qui peut regarder un tableau pendant une demi-heure. Moi, j'en serais incapable. Je ne comprends pas du tout ce truc-là. Je respecte, mais je ne comprends pas du tout ce truc-là. Mais c'est la même chose dans l'automobile, c'est plus de l'art. Ouais, non, mais tu peux retrouver ça aussi dans l'immobilier, tu vois, si on reste sur l'immobilier, où tu vas avoir des villas dont le prix est complètement décorrélé de la réalité marché, parce que tu as une vue, parce que tu as un environnement, parce que tu as une architecture, et les gars, ils disent juste, mais moi, je la veux. Et donc, ok, elle valait 2 millions, bah, je suis prêt à mettre 5 sur la table, et peu importe le prix, quoi, parce que... Mais le plus beau, en fait, dans ces biens-là, c'est l'histoire. Ouais. C'est ce qui me passionne aussi avec l'immobilier, c'est qu'en fonction de là où tu achètes, de à qui tu achètes, de ce qui s'est passé avant là, etc., tu as l'histoire sur des terres, tu as l'histoire sur des mobiliers qui peuvent rester parfois dans les biens. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, c'est l'histoire, tu vois. Je te prends l'exemple dans l'automobile. Je sais pas si ça se valorise trop, mais c'est cool. Mais tu vois, à l'exemple dans l'automobile, une Ferrari comme la 430 Scuderia, c'est la dernière Ferrari sur laquelle a vraiment travaillé activement Michael Schumacher. Ok. Il a testé la voiture avant qu'elle soit disponible à l'achat, quoi. Tu sais que tu roules dans une voiture où Michael Schumacher était dans la voiture pour pouvoir se dire, ok, ce modèle, il est commercialisable. Tu parles du modèle en particulier. Du modèle au global. Mais c'est une histoire où tu te dis, waouh, je roule dans une voiture où le son, ce qui se passe, les vibrations, c'est un truc qu'un pilote qui a fait rêver toute une génération a développé. Et donc, moi, c'est surtout ce qui m'a
Et Ce toi, qui me touche aujourd'hui, c'est ça, quoi. t'en as acheté quelques à titre perso, t'as fait quelques deals comme ça? Plutôt avec un associé. Ouais. Et on a, par exemple, la 458 Spider, qui est celle qu'on a montrée 1 ou 2 fois, et cetera, en contenu. L'idée, c'est pas juste de se la péter avec des voitures et tout ça, Et c'était tu quoi vois? ton rôle, toi? C'est toi qui trouvais les deals? C'est toi qui Par exemple, vendais? tu Ouais. avais les informations et puis ça permet de faire les choses à plusieurs, ça permet de les faire avec la tête aussi un peu plus réfléchie et de pas quand tu es tout seul, tu peux vite, faire des choses, par impulsion. Ouais, c'est vrai. Tu peux vite te dire: «Ah ça y est, c'est maintenant» et cetera. Moi, j'ai toujours adoré avoir une personne qui tape sur l'épaule, qui fait: «Non, ça presse pas». «Mais si, on va louper le deal, on va louper le deal, ce truc et tout». Puis tu reviens 2 semaines après, tu fais: «Putain, heureusement qu'on n'y est pas allé là». Tu vois? Parce que tu pas le recul et parfois tu as besoin d'une personne qui dit: «Non, non, mais si ça doit se faire, ça se fera». Ça, c'est le pire truc qu'on m'ait pu me dire, moi qui suis impatient, tu sais, c'est: «Non, mais t'inquiète pas, laisse le temps faire les choses. Si ça doit se faire, ça se fera». C'est que c'était là. Ah, ça me rend fou, ce truc, je suis en mode: «Mais non, ça se fait si je décide de le faire», tu vois? Et après, tu comprends avec le temps qu'en fait, non, le temps est ton allié et que tout est une question de timing, quoi, dans la vie. Et c'est pareil pour les vidéos YouTube, c'est pareil pour des idées. Je vois aujourd'hui des créateurs qui arrivent chez Influx qui me disent: «Ah, je veux faire des grosses productions, je veux inviter Squeezie, je veux inviter». Tu les vois, tu les vois. Je dis: «Oui». Et non, il va falloir peut-être en chier pendant 4-5 ans avant d'avoir une opportunité qui fasse que tu seras à la hauteur à ce moment-là pour faire ce que tu veux en termes d'ambition. Parce que justement, c'est une question de timing et que parfois, il faut que tu gagnes en maturité avant de pouvoir faire les choses. Et tu vois, justement, ton associé ou toi, avec la tête très froide, comment vous preniez la décision d'acheter telle ou telle bagnole? C'est que vous saviez déjà qu'il y avait une plus-value à la revente ou c'était quoi le driver? Bah, déjà, c'était la passion de folie sur 1 ou 2 modèles. Tu vois, il y avait des anciens modèles chez Aston Martin où on se dit boîte mécanique, et cetera. C'est un truc de fou. C'était la voiture de James Bond à l'époque, machin. Donc, tu as toujours ce côté affect parce que je pense que ça te permet aussi de te planter en ayant un peu moins mal Ouais. sur de la passion. Quand c'est pas ton métier, enfin, là, je veux dire, on parle de vrais problèmes de riches, quoi. T'as pas de vie entre les mains, t'as pas de gens qui payent leur loyer, tu vois, en fonction des décisions que tu prends dans une boîte, et cetera. Donc là, tu es vraiment dans un truc en mode: «Bon, déjà, si ça peut me faire plaisir, c'est super. On va prendre 30 du risque, on va le mettre dans le plaisir. Ensuite, dans le côté rationnel, on va mettre, 50 tu vois? Et puis, ce qui reste, on va se dire que là, pour le coup, on est sûr de notre coup et qu'il y a 20 dans lequel on est sûr que» tu vois? C'est à peu près ça. Ah, c'est trop bien d'enregistrer avec toi là aujourd'hui parce que, tu vois, on a enregistré aussi avec Anthony Bourbon et vous avez une approche qui est aux opposés. Ah ouais? Lui, tu as le parfait financier qui est de dire: «Moi, je m'en fous de l'affect, c'est juste, j'ai mon Excel, je sais combien j'achète». On a vu ça qui va être mon associé. Ouais. OK, mais tu veux repartir avec combien de bars? Ouais, c'est ça. Combien de bars tu veux repartir? Moi, je suis en mode: «Mais frère, il fait des bonbons». Je veux dire, il a fait des bonbons. Tu veux qu'ils se disent: «OK, j'ai fait des bonbons, je repars avec 20 bars». 20 bars, 25 bars. J'adore Anthony pour ça. Anthony, on te salue. Il est exceptionnel. Mais moi, j'adore Anthony pour ça. J'ai eu l'occasion pour échanger avec lui. C'était dans un live avec Nice. Lui, il dit: Je trouve ça génial. il dit: «Les mecs comme toi, c'est les mecs qui sont opprimés parce qu'ils sont sur l'affect». Non, côté passion, c'est normal. Tu vois, c'est comme quand tu achètes une montre, et cetera. Moi, je vais pas porter juste une montre parce que elle va se revendre cher. Bah, il te dit: «Moi, j'ai fait de la veste montre», tu vois? Bah, c'est Anthony qui dit ça et tu vois, il est très, Oui, mais ça, c'est pour moi, on sépare les deux. En fait, tu as des investissements, je te donne un exemple très con. Les royalties télé-réalité, ça m'excite pas du tout. Rien à foutre. Par contre, vu qu'il y avait 2300 sons dans ce truc-là, je me suis dit là, je risque de moins me planter, ça va être un investissement plus long terme et les royalties étaient estimées encore rentables sur 25 ans. OK. Donc, je me suis dit, OK, là, on est safe. Vu que cet argent, tu en as quand même un peu besoin si tu dois le redébloquer un moment, etc. pour notre projet, tu pourras le revendre sans trop perdre ou alors tu auras gagné au milieu, etc. Par contre, il y a d'autres coûts qui font qu'au début, pour m'intéresser à un sujet, je suis obligé d'y aller un peu dans l'affect parce que, je pense que si tu demandes à n'importe quel investisseur, est-ce que tu peux investir dans une boîte où tu serais toi-même pas consommateur et tu comprends pas toi-même le produit qu'ils vendent, bah en fait non, tu vas mettre ton argent dans un fonds d'investissement qui va le faire à ta place. Mais moi, je pourrais pas partir du principe. Alors après, je pense que je suis trop jeune, pas assez expérimenté sur ces sujets-là, mais aujourd'hui, je peux pas allouer ne serait-ce que 10% de mon temps à un sujet que soit j'ai pas envie de maîtriser, soit je ne suis pas moi-même potentiellement client de ce sujet-là ou friand. C'est exactement ce qu'on s'est dit, tu vois, chez Influx. C'est ta personnalité aussi, c'est que toi, tu vois ces projets d'investissement comme la capacité aussi de te faire des kiffs Ouais. et de te dire, bah, tu vois, je me fais plaisir et si je gagne de l'argent, c'est cool, mais tu vois, j'ai gagné plein de choses, notamment en apprentissage et en vidéo et parce que
quand Anthony a une vision très financière du truc et moi j'investis pour gagner de l'argent. Et après, si je veux me faire des kiffs à côté, c'est à côté, mais c'est pas en mode investissement, tu vois. Bien sûr. C'est intéressant parce que dans l'immobilier, tu as les deux versions et il y en a pas une qui s'oppose à l'autre. C'est que tu en as une qui est en mode Monopoly, je vais me créer un patrimoine le plus important possible et je suis obligé de rationaliser. Et tu as des personnes qui sont là pour se dire, j'investis dans l'immobilier pour me constituer un patrimoine et notamment payer ma retraite ou des plaisirs à côté. Mais je m'en fous d'avoir 50 immeubles parce que ça va être une gestion des emmerdes que j'ai pas envie d'avoir. Donc si j'en ai 2, 3, vaut mieux que j'aille chercher des trucs qui me fassent kiffer. Et je dis pas qu'il y a une façon, une philosophie qui est meilleure que l'autre. À partir du moment où tu te crées un patrimoine, c'est déjà cool, tu vois. En fait, moi, je Peu ne suis importe pas tes du tout au motivations. point, je suis pas du tout au point où j'ai un patrimoine assez important pour aller investir uniquement de manière rationnelle. Et pour l'instant, ce qui m'a plu, c'est que si je mets un peu d'affect, c'est que je connais très bien du coup le marché dans lequel c'est ce qui nous a permis en sélectionnant certaines voitures. Ça faisait des années que je suivais déjà la cote des voitures. Pour moi, c'était, mais j'aurais pu. Enfin, il y a des choses que tu maîtrises pas, une guerre, un Covid, des choses que tu maîtrises pas. Mais quand tu as de l'affect pour un sujet, ça te permet déjà d'avoir beaucoup d'historique sur le sujet et de te dire bon bah là, ok, les chiffres sont pas là, etc. Par contre, avec ma vision des choses et avec ma façon de faire, je vois très bien qu'on a la structure pour l'amener plus loin, etc. Par contre, quand on arrive au stade comme Anthony, et j'espère un jour être à ce niveau-là, de me dire, OK, tu as un patrimoine, tu peux l'investir, etc. Effectivement, là, tu dois être financier, quoi. Enfin, tu t'es pas fait chier non plus à créer toutes ces valeurs-là pour l'investir juste à l'affect. Et à un moment, l'affect, ça représente rien dans tout ce que tu pourrais investir. Enfin, je veux dire, demain, une personne qui a, je sais pas combien de millions à investir, une Ferrari à 200 000, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ça représente... Toi, tu as fait financer par les banques dans tes investissements ou Pour l'instant, pas encore. Non, pas encore. Ouais, pour l'instant, pas encore. J'étais très flippé à cette idée-là et là, c'est tout nouveau et je commence à me dire, bon, bah tiens... Et en tant que créateur de contenu, tu vois, avec des revenus qui sont pas récurrents et qui peuvent être variables d'un mois sur l'autre, les banques se font à l'idée, sont prêtes à accompagner ou pas? Tu sais, En tu fait, sais pas? j'ai eu une stratégie qui était la mienne et qui pour l'instant a fonctionné. C'était le fait de me dire, OK, pendant plusieurs années consécutives, tu ne vas pas faire de partenariat, tu vas pas faire de choses pour le business et tout, pour essayer d'en arriver à un stade assez élevé pour avoir beaucoup de choix. Et quand tu auras le choix, tu pourras créer beaucoup plus de valeur parce que du coup, plein de clients différents voudront s'associer à toi ou faire des contenus avec toi. Donc plutôt que je te donne un exemple, un créateur qui arrive aujourd'hui, il a 10 000 abonnés, on lui propose une opération à 1 000 euros. Il dit, OK, oui, c'est super, je vais gagner 1 000 euros, je peux payer une partie de mon loyer, etc. C'est génial, OK. Le créateur, avec le même client, il arrive un an après, il a 30 000 abonnés. Est-ce qu'il pourrait demander 3 000 euros au client à qui il a pris 1 000 euros il y a 6 mois? Non. Le client va dire, attends, ça va, on a déjà travaillé ensemble, on peut faire 1 500, etc., etc. Donc, c'est quoi le secret pour démarrer le plus haut possible? C'est d'essayer d'aller le plus loin possible tout seul avec le minimum de ressources. Ouais. Exactement. Et moi, au tout début, je me suis financé avec la pub Google, YouTube, mais je gagnais 700, 800 balles par mois, quoi. J'avais un tout petit loyer, on vivait à deux. Tu vois, j'ai démarré vraiment avec que dalle. Et là-dessus, j'ai fait exprès d'essayer de tenir le plus longtemps possible. J'ai tenu en moyenne 3-4 ans à peu près. Et à un moment donné, quand j'ai eu l'opportunité de faire des collaborations, là, on les a très bien choisis et on a très vite fait comprendre au marché que on sélectionnait, on ne voulait pas se prostituer pour les marques, il faut que ça apporte du business aux marques, mais que ça apporte aussi au storytelling du créateur, parce que c'est comme ça qu'on fait les plus belles campagnes marketing aujourd'hui. C'est pas en forçant un créateur à respecter le pitch de la marque ou en forçant une marque à respecter que le pitch du créateur. Il faut que les deux s'associent et aient envie de faire un truc ensemble. Et c'est comme ça, du coup, qu'aujourd'hui, on peut bien valoriser des opérations, bien aider nos clients aussi de notre côté, parce que ça crée de la rareté. On ne fait pas une OP par jour en mode home sandwich. J'en fais peut-être une ou deux max par mois de collab. Donc, ça permet aussi de donner beaucoup d'air et beaucoup d'amplification aux collaborations avec sur lesquelles on travaille. Et c'est ce qui nous a permis de toujours s'autofinancer parce qu'on a toujours créé beaucoup plus de bénéfices à la fin qu'on pouvait réinvestir dans des prestataires, dans des voyages, etc. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu ce besoin-là. Et à un moment donné, est arrivé Influx. Et c'est aujourd'hui, par exemple, Influx... si tu es créateur, tu peux très bien pitcher ton agent chez Influx et dire j'ai ce projet-là, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Et peut-être que ça passera par le financement. Ouais. Mais nous, on est plus malins chez Pax.co. On te fait faire un podcast et comme ça, on va te dire allez, mec, vas-y, on a fait un podcast ensemble.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. 5 000 euros. Alors moi, je la fais à l'envers. C'est vous m'invitez sur le podcast, moi je paye pas pour être là. Par contre, moi je vais vous inviter à venir sur mon live Twitch et vous allez payer pour être sur mon live Twitch. On va la faire comme ça, je pense. Tu vas voir, ça va bien marcher. Je pensais à un autre sujet, parce que je rebondis là sur ce que tu disais par rapport à Influx. J'ai vu passer une startup, alors je ne vais pas la nommer, qui te permet d'investir très tôt dans des célébrités ou dans des sportifs, Ah oui, oh là là. Oui, j'ai vu ce truc. en échange de... Tu vois, c'est des royalties, Ouais. en échange d'une part sur leur salaire sur les 10 prochaines années. Et finalement, tu prends un pari parce que tu te dis, est-ce que j'ai envie de foutre 10 000 balles aujourd'hui sur cet artiste ou sur ce footballeur qui a des chances de se casser la jambe, C'est Sora, version personnalité publique. la quoi. version Oui. personnalité publique. Et tu vois, dans quelle mesure il n'y a pas des marques aussi qui essayent de préempter sur un peu le même modèle des influenceurs ou des créateurs de contenu très tôt, tu vois, pour les loquer dans le temps et pour Mais c'est le secret. les verrouiller, quoi. Je vais le dire honnêtement, c'est le secret des marques. Je pense à Logitech, Cooler Master, même Samsung qui nous ont fait confiance très tôt. Bah évidemment, aujourd'hui, on reçoit un email de leur part. Évidemment qu'on va essayer de les considérer, de leur répondre et de faire des choses avec eux, même si à certains moments, c'est pas forcément aligné, etc. Et nous, c'est le premier conseil aujourd'hui qu'on donne aux marques, c'est de leur dire arrêtez d'essayer de viser les millions de vues éparpillées partout. Pour ça, c'est super, aller faire de l'achat média, aller sur Google AdSense, aller sur Google AdWords, enfin sur du AdWords, sur du Facebook Ads, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, le secret, c'est qui va raconter la plus belle histoire avec mon produit. C'est le seul enjeu. Et on l'a vu dans des marques, même en automobile comme Range Rover, il y a des moments où on a travaillé avec eux, et très honnêtement, on a dit, les gars, il y a un truc qu'il faut que je comprenne. Vous nous faites faire des Instagram Stories sur des Range Rover, la moyenne, c'est 60 000 euros le Range Rover, hybride, etc. Pourquoi? Je veux dire, à quel moment, pourquoi est-ce que vous ne continuez juste pas d'investir que dans les magazines automoto, etc., etc. Ben, parce que dans 10 ans, ta communauté, elle aura peut-être envie de s'acheter un Range Rover et nous, on aimerait bien qu'elle pense à acheter un Range Rover. Et là, l'intelligence vers l'intelligence de contexte est complètement folle. C'est je mise pour l'avenir parce que j'en ai les moyens et j'essaie pas de rester bloqué dans un univers que je connais. Ouais, mais ça, c'est le luxe. Tu vois, LVMH, tu te dis, des fois, tu les vois dans la rue, tu te dis, pourquoi il n'y a personne qui peut s'acheter un sac à 5 000. Mais en fait, c'est qu'ils te créent cette image dans l'inconscient collectif de l'inaccessible, et ce qui fait que même s'il y a 5 personnes sur 1000 qui vont pouvoir s'acheter un sac, dans l'imaginaire collectif, c'est très cher du LVMH. Et donc, tu achètes du LVMH parce que tu sais que les gens qui vont te voir savent porter ce sac LVMH sont elles-mêmes conscientes C'est de l'appartenance sociale, complètement. qui coûtent une blinde. Donc, je pense qu'ils sont typiquement dans cette stratégie. Ils ne cherchent pas à vendre. Ils cherchent juste à ce que les gens comprennent qu'un Range Rover, c'est très cher. Et quand tu vois une personne avec un Range Rover, un Land Rover, peu importe, le mec, il a des thunes. Mais aujourd'hui, au-delà de cette appartenance sociale, je pense vraiment que ce que recherchent le plus les marques, c'est une belle histoire à raconter. C'est pas simplement tu as une apparition d'un produit que le créateur va pas utiliser ou autre. Je prends l'exemple de Canon France. Canon, c'est le premier appareil photo que j'ai testé sur la chaîne YouTube il y a 11 ans. Cette année, ils nous ont demandé d'être ambassadeurs pour le lancement du Canon EOS R8. L'histoire est incroyable. Ouais, trop bien. Ouais. C'est trop bien. Et ben, est-ce qu'il y avait des créateurs plus gros que moi pour le faire? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des créateurs qui étaient plus bankable? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des créateurs qui avaient une personnalité publique peut-être plus imposante, qui auraient pu convertir plus de monde? Bien sûr. À la fin de la fin, est-ce que l'histoire aurait été autant aussi pertinente? Peut-être pas. Ouais. Et en fait, c'est là où tu en viens après avoir apprécié un sujet, avoir travaillé sur un sujet que tu apprécies pour travailler plus, la niche. Et c'est comment tu arrives dans un secteur de niche où, certes, je ne suis pas ambassadeur de 10 milliards de marques, mais quand on le fait bien. C'est peut-être 1 ou 2 fois dans l'année et ça suffit. Et c'est très bien. Pas besoin de plus. Donc, je pense que c'est un enjeu vraiment quand tu veux te professionnaliser et essayer de faire du contenu premium. Je pense que c'est ton seul enjeu, c'est ça, c'est quelle niche je vais viser et comment est-ce que je vais essayer de le faire le mieux possible. Cool, ça me permet de te faire bosser sur la stratégie. Si je suis jeune avec peu de moyens et que je veux me lancer dans l'immobilier,
que je me dis que la création de contenu, c'est une bonne façon, tu vois, de me créer une carte de visite pour soit avoir des deals, soit faire des partenariats, soit rencontrer des personnes qui ont de l'argent mais qui n'ont pas le temps de trouver des bonnes opportunités. Et comment je commence? Tu vois, je suis un jeune, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Je me dis, ok, je suis passionné d'immobilier, j'ai envie de créer du contenu, tu lui conseilles quoi? Bah, déjà de rencontrer des gens dans le même univers que lui, d'en parler. C'est super d'avoir des bonnes idées, mais si tu les partages pas, aux gens, bah, tu vas jamais les faire évoluer. Donc tu vas rester dans ce que tu penses être la bonne solution, tu vas jamais les challenger. C'est le fondateur, de Ledger qui a dit un super truc récemment sur le réseau, il disait, «Votre seul enjeu doit être de vous faire piquer votre idée le plus rapidement possible». Éric Larchevêque? Ouais, Ouais. et je trouve ça génial parce qu'il veut pas dire par là te faire voler le truc de façon malsaine et tout. Il veut juste dire si tu en parles à beaucoup, ça va te challenger. C'est un peu comme si tu veux ouvrir une pizzeria et que tu as jamais fait goûter la pizza, à ta famille. Bah, peut-être que tu vas ouvrir une pizzeria, peut-être que tu auras plein de choses, mais si déjà tu commences pas par le b.a-ba, de tester et de raconter toi-même quelque chose et je pense que le meilleur moyen pour ça, bah, c'est juste de commencer déjà par raconter une histoire. Peu importe la manière dont tu le fais. Prends ton smartphone. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel smartphone, tu crées une vidéo, tu la mets sur TikTok, déjà tu touches le monde entier. Tu actives juste les subtitles en anglais, tu touches le monde entier. Donc, pour nous, les gens, et c'est la première chose qu'on conseille encore aux créateurs chez Influx, c'est de dire la récurrence et l'histoire, c'est ce qui paiera le plus. La façon dont tu le feras, c'est après. D'abord, sois récurrent, fais-le de la façon la plus récurrente possible. Oblige-toi à le faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, à publier des choses, raconte des histoires et laisse faire Il a besoin les retours. Tu as besoin d'être expert parce que tu vois, les gens ont tendance à se dire il faut un gros niveau d'expertise. Sinon, finalement, j'apporte pas de valeur ajoutée en termes de contenu sur TikTok, pour reprendre ton exemple. Est-ce que c'est juste les gens vont adhérer à ton histoire parce qu'ils te suivent ou parce que tu leur apportes quelque chose en termes de savoir? Ça va être les deux. Moi, je pense qu'il faut être humble et honnête. Raconte la vérité. Il y a une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps qui avait vachement fait poser de questions sur Internet. J'avais expliqué l'échec qu'avait été ma chaîne YouTube l'année dernière. Je m'étais embourbé dans plein de sujets différents. J'avais perdu une partie de ma communauté. C'était compliqué. 1 million d'abonnés depuis 10 ans, à continuer de convertir les gens, à regarder les vidéos et tout. Mais je l'ai expliqué. J'ai pris juste de quoi filmer et j'ai dit il faut que je vous raconte l'échec de cette année. J'ai vécu mon premier échec. J'ai perdu une partie de ma communauté, j'ai pas su le faire, etc. Voilà comment je pense remédier à ça, voilà comment je pense faire, etc. Ça a vachement plu. Les gens m'ont dit, putain, c'est incroyable. Genre, t'assumes que t'as en gros cramé ton truc et tout. C'est le meilleur moyen aussi de répondre aux commentaires qui disaient, ah, t'as 1 million d'abonnés, tu fais 40 000 vues, etc. Pourquoi? Quel était mon choix là-dedans? Quelle était ma stratégie sur le long terme, etc. etc. Donc, je pense que assumer le truc, et quand tu démarres dans un domaine que tu connais pas, eh ben, démarre. Combien de vidéos TikTok on voit en train de dire, je me suis lancé le défi en 30 jours de refaire un appartement. C'est la première fois, je ne l'ai jamais fait, je vais vous partager tous les jours mes galères. C'est trop bien. Mais t'as plein de gens autour qui vont dire, putain, moi j'ai la flemme ce mois-ci de le faire, mais alors vas-y, je vais le suivre et je vais voir la façon dont il se plante. Et je pense que c'est ça le premier secret. Mais le vrai premier secret, c'est juste d'appuyer sur le bouton. Juste de le faire. Cool. C'est le plus important. Ou Johan qui est avec nous là, qui filme, il ose pas passer le pas là, il veut acheter un appartement mais il passe pas, il faut qu'il fasse un TikTok. Allez, je me suis lancé le challenge d'acheter un appartement sous 30 jours. Je vais aller sur Le Bon Coin pour regarder. Mais c'est trop bien. Tu fais ta bucket list, tu fais ta to-do list de tout ce que tu dois faire et tout. Je pense que c'est trop bien de te donner en fait. C'est exactement ce que j'ai encore dit aujourd'hui à une personne dans mes équipes. C'est aujourd'hui, avec la vitesse de croissance qu'on veut, etc., il faut que tu arrêtes de considérer que quand tu vas envoyer quelque chose, ça sera parfait. C'est faux. Il faut que tu envoies quelque chose qui soit nul, mais que tu envoies quelque chose. Parce qu'on va jouer au ping-pong rapidement. Exactement. Et ça, j'ai mis trop de temps à l'apprendre. Et encore aujourd'hui, pour moi, parfois, c'est difficile. Je vois des trucs passer, je vois que certaines personnes dans les équipes vont le faire, alors que je pensais le faire. Et je sais que ça va pas être fait comme j'en ai envie, etc. Ou pas avec le même degré et tout. Et je fais, ouais, mais au moins, ça sera fait. Donc, c'est tout. Juste, ça sera fait. Et une fois que ça sera fait, tu rajouteras ton petit grain de sable, tu feras ton détail, ton truc. Mais juste lance-toi et ça peut être là tout de suite. Maintenant, tu regardes la vidéo, mets la vidéo en pause, tu te lances, tu dis juste, ah voilà, je me suis lancé le défi, je vais faire tel truc, etc. C'est la première fois que je poste une vidéo de TikTok ou c'est la première fois que je poste une vidéo Reels ou Shorts, etc. Et juste le fait d'appuyer, tu vas te sentir redevable à toi-même. Tu te dire, ah, putain, j'ai raconté ça hier, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Ça, c'est trop bien. J'ai une anecdote par rapport à ça et tu vois, ça, on va refaire un clin d'œil à Anthony qui aime bien sa réplique.
c'est pas la stratégie qui mène à l'action, c'est l'action qui mène à la stratégie. Ouais, Et, c'est vrai. et moi, quand j'ai revendu ma boîte là où j'ai pas gagné grand-chose, je suis parti dans l'immobilier parce que je me suis dit il fallait que je me crée un filet de sécurité. Et le banquier voulait pas m'accompagner trop en termes de travaux parce que j'étais au max de ma capacité d'endettement. Hem Et finalement, je suis parti sur un projet qui nécessitait beaucoup de travaux parce que c'était la rénovation intégrale d'une maison et on a découpé la maison en 5 appartes. Et comme j'avais pas de cash pour les travaux, j'ai passé 2 ans à faire la réno. C'était génial parce que, hem, j'ai tout appris. Donc je sais faire de la plomberie, je sais faire de l'électricité, du placo. J'ai tout refait à neuf sur 5 appartements solo Incroyable. et j'ai passé 2 ans, où je me suis quand même assez épuisé à faire ça. Et et maintenant, tu vois, j'ai un petit biais, c'est que quand j'achète des biens immobiliers, je me dis: «Ah le le plombier ou l'électricien, il va me prendre 10 000 € pour faire ça. Je sais que moi, en 2 week-ends, j'ai tombé». Et là, tu vois, je me mets une claque et je me dis: «Arrête Cédric, il vaut mieux que tu enchaînes les projets de spa et que tu acceptes de mettre ces 10 000 € de côté parce qu'en fait, tu sais que c'est rentable, le projet. Donc te focalise pas». C'est en fait, ce qui a de la valeur, c'est être capable de gérer plein de projets et de continuer à avancer. Et je l'ai fait, c'est bien. J'ai un œil qui permet de dire: «Bon, là, tu te moques de moi, tu vois? Ça vaut pas 10 000 € ce que tu es en train de me vendre» et je peux le dire, mais après, c'est plus à moi de le faire et c'est ce que tu dis, il faut savoir déléguer parce que si tu veux tout faire, bah, en fait, à la fin, tu fais rien du tout et Ben, tu je suis as encore en train d'apprendre. bien J'aime bien plus tes de conseils. valeur non, mais tu as bien plus de valeur à te dire: «OK, il faut savoir déléguer, c'est pas grave, ça sera pas parfait ou ça va me coûter plus cher que si c'était moi qui l'avais fait». Mais en tout cas, ça me permet de gérer, 5 projets en même temps, plutôt que d'en faire un bien où oui, je vais pas gagner, tu vois? Si je prends, l'exemple d'une maison, bah, en fait, je peux gagner 100 000 € sur de l'achat et de la revente, hem, si je fais les travaux moi-même, mais ça va me prendre 6 mois ou alors je gagne que 60 000 €, mais dans le même temps, je suis capable de faire 5 projets. Bah, Ah ouais, non, finalement, ça. finalement, on va sur tes 5 projets et délègue. Mais ça, c'est comme, je préfère avoir, 5% de 100 millions que, 100% de Ouais, 100 c'est 000, toujours hein. ça, ouais. Je veux dire, combien de gens, tu vois, en train de négocier, tu sais, des pourcentages quand ils arrivent dans une boîte, des trucs à droite à gauche, des petites augmentations de salaire et cetera, au lieu d'arriver avec une vraie valeur qui fait que, Fait que ça drop et que exactement. Et je pense que c'est ça l'enjeu, quoi. C'est plutôt c'est le chemin plutôt que juste l'arrivée, tout de suite, quoi. ouais, cool. Hem, Écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses. Si tu as un dernier conseil, tu vois, le conseil de la fin, toujours à un jeune qui veut se lancer, ça peut être, lié à de l'investissement, ça peut être lié à toute autre chose, ou si tu dois reparler au Romain qui avait 16 ans, tu vois? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Heu, Ah, rien. tu referais tout pareil? Ah ouais. C'est trop cool. Je pense juste que j'aurais bien aimé savoir plus tôt que ça allait être difficile. Mais vraiment difficile. Mais non, non, tu peux pas le savoir. C'est la naïveté, tu vois? Ouais, justement. C'est tu démarres et tu dis: «Bah, c'est bon, je fais ça comme ça, je fais comme ça, j'ouvre ma chaîne YouTube, je mets mon lien là, c'est bon, que tu veux». Tu vois? Et tu reviens, 10-12 ans après et Ouais, mais tu sais, c'est toujours cette citation, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ouais, alors ouais, ils l'ont fait, tu vois? ouais, ouais. Si on te dit que ça va être galère et que tu vas trimer pendant 10 ans, Mais ce qui m'emmerde est-ce aujourd'hui, que tu y vas, quoi? moi, le seul truc qui m'emmerde aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on voit, il y a trop de facilité partout. Tu ouvres un TikTok, on te dit: «Tu veux devenir millionnaire en moins de 30 jours avec l'immobilier, Ouais, c'est télécharge ça. ma formation et tout». On te vend que la facilité et cetera et au contraire, beaucoup de créateurs que je connais, on se bat tous pour essayer de dire aux gens qui veulent faire ce métier-là: «Ça va être putain de difficile. Ça va être une super aventure. Tu vas apprendre plein de choses. Tu vas apprendre plein de compétences, community management, vidéaste, photographe, tu événementiel, enfin, on fait tout de A à Z. Tu vois, quand tu organises une vidéo Tesla, là, on prépare, je fais une petite exclu, on prépare une vidéo drag race Tesla Model S Plaid, sur une piste, d'avion. OK. Bah, tu dois avoir plein de compétences différentes, quoi, tu vois? Tu dois Ouais, c'est course avec un avion ou non, juste, course, ouais, mesurer en fait le 0 à 300, d'une Tesla Model S Plaid, de faire une expérience avec des abonnés et cetera. Tu vois? On prépare un gros truc comme ça. Bah, ça, en fait, tu dois avoir plein de compétences pour le faire, mais juste sois prêt au fait que, ouais, ça va être difficile, ouais, tu auras pas la même vie que les autres si tu veux le faire à fond, quoi. mmh. Et alors Donc pourquoi tu fais ça, toi? ah, Qu'est-ce parce qui que, qu'est-ce qui t'anime? bah, c'est parce que j'apprends des choses qui sont, heu, qui sont impossibles à acheter.
et qui sont impossibles à avoir, sauf si tu te donnes les moyens d'appartenir un peu à ce groupe de personnes-là. Donc, je pense que c'est un peu ce qui m'anime. C'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je continue de bosser, que j'échange, etc. Je sais que tout ce que j'apprends là, ça me touche quand tu as dit ben moi, je sais que j'aurai jamais d'école à me payer, etc. Je l'ai faite là-dessus et tout. Moi, tu vois, je pense que la rencontre avec Manuel, ça m'a fait peut-être gagner je pense, en étant très humble, en 5 ans, j'ai gagné à peu près 15 ans d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à communiquer avec des gens dans d'autres boîtes, etc., qui ont des postes avec 10-15 ans d'expérience. Et je me sens pas trop largué quand on reste dans un domaine que je maîtrise, tu vois. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est le plus beau cadeau. Et je pense que c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est essayer de te dépasser à fond, essayer de surtout accepter ce qu'on te permet de recevoir, etc. Arrête de penser au fric en premier lieu, etc. Du moment où tu vis, et c'est déjà super, correctement, à ta façon, bah, de toute façon, après, tu apprendras vite que c'est juste un hamster dans une roue en or, quoi. Mais plus tu gagnes, plus tu dépenses, plus tu veux gagner, t'en finis jamais si t'en es là. Donc, je pense que le meilleur secret, c'est de rester toujours très humble sur ton niveau de vie, de continuer de vivre comme tu vis et de ne pas augmenter ton niveau de vie dès que tu as tes revenus qui augmentent. Ça, c'est le meilleur piège pour se péter la gueule très vite dès qu'il y a un moment qui ne va pas, un moment de creux et tout. Et accepte que ça sera super difficile. On le retrouve où, Romain Lannéry, dans 10 ans? Tu te vois? Sur Twitch. De fou! Non, mais Twitch, je m'éclate. Non, je pense pas que tu vas voir. Non, Twitch, je m'éclate vraiment. En fait, t'as le retour en direct des gens, etc. C'était pas ma question. C'est ouf, je sais, j'en ai rien à regarder. Non, moi, dans 10 ans, tu sais, je serai, je pense, entre les voitures électriques, les voitures qui font encore un peu vroom vroom, les produits high-tech avec des beaux produits haut de gamme, comme j'adore chez Decathlon, par exemple. Faut trouver sur Automoto. Ah non, en invité avec grand plaisir, mais je pense pas changer Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est de plus en plus réussir à avoir accès aux coulisses de l'innovation autour de la tech. Visiter une Gigafactory de Tesla, on a pu aller, c'était dans les locaux de Microsoft, à San Francisco. On a fait San Francisco avec Google. Et on avait fait aussi... Non, ils sont à côté, ils sont, voilà. Mountain View. Voilà. Et ça, c'était incroyable de voir les chambres sourdes chez Microsoft qui testent les produits et tout. Donc, je pense que c'est plus ce genre de choses-là, essayer de partager vraiment les coulisses d'industries complètement folles qui sont parfois un peu trop inexpliquées. Je pense que ça serait ça, mon vrai kiff par la suite. Et au fur et à mesure, transmettre un petit peu. Ouais, c'est cool. Bon, ça commence, tu vois, à me titiller. Je me dis que si dans 10 ans, j'ai la chance d'avoir vraiment des équipes parce que j'ai réussi à les manager, c'est un gros challenge pour moi et ça serait top. En tout cas, très cool de t'avoir rencontré. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut garder son âme d'enfant, tu vois, et avancer dans des projets qui nous font kiffer et surtout garder cette humilité et se poser la question de « Ok, c'est cool d'avoir des ambitions, de faire de l'investissement, mais il faut toujours se poser la question de pourquoi on fait les choses, parce que sinon, tu te retrouves à 50 ans à pas avoir profité. Start with the why. Start with the why, et finalement, c'est pas à 50 ans que tu vas apprendre à profiter de la vie. Donc, cool. Merci pour cet enseignement. Merci beaucoup. Et à très vite.